Voilà, bonjour et bienvenue dans cette session. Aujourd'hui, vous proposée par Clear Media et Proximus sur la cybersécurité. Merci pour avoir pris le temps de participer à cette session. N'hésitez pas à poser votre question ou vos questions dans la section qui est prévue dans votre fenêtre Teams. Nous y reviendrons vers la fin de la session. Alors, la cybersécurité, évidemment, un mot qui fait buzz pour l'instant et qui le fera encore pendant bien longtemps, puisque on voit que les menaces sont de plus en plus actives ou présentes dans notre vie quotidienne, que ce soit dans la vie professionnelle ou bien personnelle même. Hein. Il devient aussi de plus en plus difficile de faire part ou de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre autres grâce à l'IA, nous y reviendrons. Euh, mais vous allez voir qu'en étant au courant simplement de ce qui se trame dans le secteur, on va dire, de la cybersécurité, on peut déjà beaucoup améliorer notre résilience vis-à-vis de ces menaces. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de nos jours de parler de cybersécurité? Eh bien, voilà quelques chiffres purs et durs, on va dire, qui vous donnent une bonne image en Belgique, ce qui se passe au niveau des PME, mais aussi des grandes entreprises, hein, parce que ne sont pas non plus à l'abri de ces attaques. On voit par exemple que presque la moitié des PME ont déjà subi un arrêt d'activité après une attaque. C'est un impact énormément important, évidemment. Ne parlons même pas de la perte de réputation, évidemment, qui s'ensuit. Et donc ça montre que c'est quelque chose qui vit effectivement dans la société. La Belgique n'est pas un exemple on va dire, spécial dans le monde. Hein. On voit que dans le monde entier, beaucoup de secteurs sont impactés par ces attaques incessantes. Alors, cette formation a été mise en place justement puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs à un petit wake-up call, comme on dit en anglais, hein, à se réveiller vis-à-vis de ces cybermenaces. On parle de phishing, de smishing, de quishing, de deepfake, etc. dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement? Et qu'est-ce qu'il y a de plus, hein? Et comment justement pouvoir détecter ces menaces, ces faux emails, etc. Nous reviendrons dessus un peu plus tard dans la présentation. Les hackers, les cyberpirates, ne font pas de discrimination. Hein. Ils ne discriminent pas dans leur cible. Certes, il y aura des groupements de hackers qui vont pour les gros poissons, mais en règle générale, on voit que tout le monde, ou justement personne, n'est à l'abri. Hein. Et donc, ces cyberpirates vont même, à la limite, favoriser les petits poissons dans la mare, puisque justement, ces petits poissons, comme vous et moi, sont connus pour avoir un budget moins important pour la cybersécurité, alors que les gros poissons de ce monde ont des technologies avancées, on va dire, ou des systèmes de cybersécurité ou de protection bien plus complexes. Et donc, ces cyberpirates vont nous traiter un peu comme leur terrain de jeu. Hein, ils vont essayer de nouvelles techniques, etc. Mais en règle générale, ils ne discriminent pas. Donc tout le monde est ciblé et on va voir dans les chiffres également que tout le monde a subi déjà une attaque ou a déjà même subi les conséquences hein, d'une attaque. On voit que 40% s'attendent à une attaque. En fait, ce chiffre devrait être 100%. Je pense que ce n'est pas une question est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que je vais être attaqué? Et de cette optique-là, on peut agir beaucoup plus dynamiquement vis-à-vis des menaces qui sont déjà en route, mais aussi des attaques futures. Hein. Il s'agit de penser à ça constamment et d'incorporer ça vraiment dans notre vie quotidienne. C'est très important de non seulement penser au business, mais également à la sécurité qui va autour de ce business pour pouvoir justement sauvegarder ce fameux business, pour pouvoir travailler en toute sécurité et pouvoir dormir sur ses deux oreilles.
Une cybersécurité ne sera jamais 100% infaillible. Il y aura toujours un créatif quelque part qui va trouver un bypass, qui va trouver une nouvelle méthode de venir nous hameçonner ou de venir nous scammer, pour ainsi dire. Et donc, c'est très important de pouvoir tenir compte de ça, de cette éventualité, de cette possibilité dans nos activités quotidiennes. Et donc, c'est pour cela que je vous souhaite d'autant plus les bienvenus dans cette session. Alors, euh, protéger notre business est un peu comme protéger notre maison, hein. C'est notre enfant, c'est notre bébé, et on va pas quitter la maison le matin en allant vers le boulot, en laissant toutes les portes ouvertes et les fenêtres, pensant que c'est bien la police qui va protéger ma maison 24 heures sur 24. Ce n'est pas une mentalité qu'on adopte, et on devrait avoir cette même mentalité pour notre entreprise. Quand on parle de portes dans une entreprise, on ne parle pas seulement des portes physiques, hein. Vous allez fermer la porte, avoir une sonnette, peut-être même des caméras ou une porte qui s'ouvre automatiquement, etc. C'est la même chose dans vos portes numériques, on va dire, hein. Donc tout ce que vous utilisez comme technologie, et on sait bien que l'IT, c'est devenu le point crucial dans une entreprise, tout fonctionne avec l'IT, on va également avoir des portes ouvertes dans cette IT. Et donc, il s'agit de pouvoir fermer au plus ces portes. On appelle ça réduction de surface d'attaque pour pouvoir réduire justement ces risques d'intrusion. Et donc, fermer toutes ces portes potentielles, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut être conscient de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir mieux faire mon boulot, mais également qu'est-ce que je peux fermer, qu'est-ce que je peux restreindre comme accès vers tout le monde, ceux qui sont dans mon entreprise, mais surtout ceux qui sont à l'extérieur, pour ne pas augmenter ce risque ou maintenir justement ce risque d'une intrusion éventuelle. Et donc, on va regarder quelles sont les menaces les plus fréquentes, les portes les plus ouvertes, on va dire, les menaces actuelles, hein, quelques exemples, et puis également l'IA, hein, l'IA qui prend un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel mais également personnel. On utilise tous déjà l'IA depuis belle lurette, on va dire, mais cette nouvelle vague d'IA méga performante peut également être utilisée par des pirates, des cyberpirates, pour nous rendre la vie encore plus difficile. On va courtement en parler. Et puis ensuite, je vais vous laisser avec un checklist pour votre entreprise, les 10 commandements, on va dire, quelques conseils pratiques pour commencer à réfléchir dans un terme plus large, dans un sens plus large, sur la cybersécurité dans votre entreprise. Alors, quelques menaces des plus fréquents sont évidemment le phishing, hein, on connaît tous ou on en a tous déjà entendu parler. Il y a également le spear phishing qui est une forme de phishing bien ciblée vers certains rôles ou personnes dans la société. Par exemple, notamment le CEO, hein, le directeur. Donc, on a la fraude au directeur qui est d'impersoner ou d'aller miroiter le compte du directeur et aller envoyer des emails de paiement vers les services de paiement, payroll, services administratifs, financiers, etc., qui vont donc être rapidement demandés d'urgemment payer une facture, par exemple. Et si c'est le directeur qui le dit, généralement, on va l'écouter, on va très souvent ne pas le mettre en question et ne pas se poser la question justement tellement cruciale, est-ce que c'est un email légitime? Et donc beaucoup d'entreprises se font avoir pour l'instant, d'autant plus que l'IA vient se mettre au-dessus et vient nous donner des deepfakes. Alors les deepfakes c'est quoi? C'est une même vidéo comme si moi je parlais pour l'instant, sauf qu'elle a été mise en place par des cyberpirates qui modifient cette vidéo comme si c'était moi, mais c'est en fait l'IA qui va parler à ma place et qui va bouger et faire les mouvements que je fais, le mouvement de bouche, etc. Ça s'est très peaufiné pour l'instant dans le marché de l'IA, on va dire. C'est devenu d'une très bonne qualité. Des films entiers peuvent être faits
avec l'IA, sans aucun acteur qui y participe. Et on voit donc qu'on ne peut vraiment pas différencier le vrai du faux. Donc faites un peu attention à ça également. Et posez-vous la question simplement quand vous recevez un email de votre directeur avec une demande un peu bizarre, un peu off, comme on dit, ou que vous voyez une vidéo ou une bande son, un audio, tout cela peut être faussé pour vous faire mordre à l'hameçon. La fraude sur les réseaux sociaux aussi, hein, le social engineering comme ça s'appelle, est également quelque chose de très courant pour l'instant. Il s'agit non seulement de phishing ou de scam, hein, de vous faire croire à une illusion que vous allez naviguer vers un site web pour l'achat de produits médicaux ou de vêtements, alors que vous ne les recevrez jamais, hein, mais vous aurez payé évidemment. Mais c'est également les chats, les SMS ou les WhatsApp qui vont vous faire croire que vous parlez à une personne qui vous offre un nouveau projet, un nouveau boulot, ou qui veut simplement socialement parler avec vous. Et dès que vous êtes dans l'illusion que vous parlez à cette personne, assez rapidement, vous allez voir qu'une question d'argent en sort. Et donc, il faut faire attention à cela. Évidemment, toutes ces formes d'intrusion dans notre vie vont mener à un but singulier, c'est le ransomware. Hein. Donc, on va essayer de se faufiler dans l'entreprise en craquant des mots de passe, par exemple, simplement pour pouvoir avoir les privilèges dans l'entreprise de lancer un programme qui va bloquer tous les autres PC du réseau. Plus personne ne va pouvoir travailler et il faudra appeler un certain numéro, par exemple, ou contacter via email une certaine adresse pour négocier une rançon quelconque, pour relâcher justement vos données. Mais ne croyez pas que c'est un fait singulier, hein, ce ne sera pas une seule fois que ces gens vont vous avoir. Au moment où vous vous faites hacker et qu'une ransomware se met en place, à ce moment-là, il faudra évidemment négocier le prix, mais ces gens seront encore toujours dans le réseau, dans votre entreprise, dans les systèmes IT de votre entreprise. Et donc, il faudra entamer tout un processus de nettoyage véritable, peut-être mettre en place des backups, des sauvegardes, pour pouvoir y retourner par après. Tout cela prend énormément de temps et d'argent, évidemment, et donc ça vous coûtera bien plus que seulement cette rançon pour pouvoir de nouveau être en toute sécurité et que votre entreprise soit de nouveau saine, va-t-on dire. Et donc, faites attention à ça, les conséquences ne sont pas à négliger. Alors, quelques exemples concrets, on en trouve plein hein, dans le journal d'aujourd'hui. Hein, il suffit de googler ransomware ou rançon logiciel ou attaque, cyberattaque, phishing, etc. Et vous trouverez plein d'exemples concrets en Belgique, mais dans le monde entier également. Hein, vous voyez que par exemple, le phishing a rapporté plus de 50 millions d'euros aux fraudeurs en 2024. Rien n'est moins vrai, je pense même que ce chiffre est plus élevé, mais il y a évidemment cette gêne d'admettre qu'on a été pris au piège. Et donc, je suis sûr que ce chiffre de 50 millions d'euros est souvent même le double au moins, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'osent pas avouer qu'ils ont été piégés. Évidemment, dans la législation moderne, on va obliger aux gens ou aux entreprises de mentionner quand ils ont été attaqués. Rappelez-vous peut-être le cas de Orange récemment qui a dû mentionner qu'ils ont été hackés, piratés et que plus de 100 000 comptes d'utilisateurs ont été relâchés sur le net. Faites attention avec ça. C'est quelque chose de normal. C'est devenu un nouveau normal si on le veut. Et donc, ces entreprises vont être obligées à le mentionner. Mais en fait, le fait de mentionner qu'on a été piraté ne fait qu'améliorer l'awareness, si on veut, hein, donc la conscience collective. Au plus qu'on sait, au mieux que les gens vont être alertes
à ces signes et au moins de gens vont être piratés ultérieurement. Donc faites attention à ça. Les vidéos deepfake également, hein, donc utilisées pour la fraude au CEO ou au directeur, c'est quelque chose de plus en plus anodin. Ça prend énormément peu d'énergie pour créer une telle vidéo. Vous allez également voir des pubs passer par des stars en Wallonie, par exemple, qui vont vous pousser à utiliser un certain produit ou à cliquer sur un certain site web qui alors pourrait être un site web fake, un faux site web, qui va vous demander de créer un compte, par exemple, ou d'acheter un certain produit que vous ne verrez jamais et qui va vous coûter beaucoup d'argent. Même des fraudes du service public fédéral, hein, que ce soit finance ou justice, etc., pourraient vous parvenir. Faites attention avec ça. Les services publics vont souvent utiliser des canaux bien spécifiques et vont éviter d'utiliser des sites web autres que les leurs. Alors, si vous recevez des emails ou des messages via WhatsApp ou SMS, vous dirigeant vers un certain site web qui vous paraît un peu bizarre, ne cliquez surtout pas dessus. Hein, c'est la logique même, mais vous serez étonné combien de gens se font avoir quotidiennement avec cela. Et donc, ensuite, la fraude téléphonique, c'est quelque chose qui est encore toujours très présent, va-t-on dire. C'est une forme auquel on ne croirait plus que ça fait le tout, mais beaucoup de fraudeurs sont très originaux et vont également passer à la maison ou vous téléphoner pour essayer de vous mener en bateau. Alors, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, toutes ces attaques sont dirigées vers des humains. Évidemment, il y a beaucoup d'attaques qui sont dirigées vers des systèmes, mais les systèmes, on peut les mettre à jour, on peut les patcher. S'il y a une porte ouverte, on peut aller la fermer. C'est une mesure qu'on prend dans la chaîne de la cybersécurité, si on veut voir ça comme une chaîne. Les humains également sont un maillon dans cette chaîne. Et donc, on doit se rendre compte que nous également, on joue un rôle dans la résilience face à ces attaques. Le problème, c'est bien souvent que les humains sont le maillon faible. C'est navrant de devoir le dire, mais c'est encore toujours les humains qui se font le plus avoir. Et donc, on doit faire attention à cela. C'est justement en participant à des formations comme celle-ci ou à des sessions d'information en tout cas, et en s'informant sur le web constamment, qu'on pourrait devenir véritablement un pare-feu humain. C'est simplement en connaissant les menaces qui font tour pour l'instant qui nous permettront de mieux réagir dessus. Et donc, c'est très essentiel de non seulement vous former, mais également vos collaborateurs, vos employés, parce que c'est justement en ayant cette connaissance collective dans l'entreprise que vous allez pouvoir bénéficier d'une protection supplémentaire si l'on veut. Et donc, c'est avec une bonne cyberhygiène et les bons outils, évidemment, qu'on peut faire toute la différence au jour d'aujourd'hui. Alors, dans nos formations, souvent, nous faisons un petit moment interactif. Ici, je vous expliquerai un peu à quoi ça ressemble. Par exemple, nous demandons aux participants de nous donner leur avis sur les mots de passe suivants de compte. Sachez qu'un humain a en moyenne de 60 à 80 comptes, que ce soit personnel ou professionnel. Pensez à Facebook, pensez à Amazon ou même voir Microsoft 365, Google Workspace, etc., Gmail. Nous avons à peu près 60 à 80 comptes en moyenne, donc ça peut être beaucoup plus. Tous ces comptes devraient avoir un mot de passe unique, évidemment, et un mot de passe complexe. Maintenant, le cerveau humain ne peut pas retenir 60 à 80 mots de passe uniques et complexes, comme ici, par exemple, le login de serveur, qui est par définition un mot de passe assez bon, et donc un mot de passe assez sécurisé. On ne peut pas retenir 60 à 80 comptes. Et donc, on va souvent, en tant qu'humain, malheureusement, réutiliser des mots de passe pour différents comptes. Alors qu'on ne se rend pas compte le jeu qu'on joue et comment il peut être dangereux, ce jeu. Quand on va utiliser plusieurs comptes avec le même mot de passe,
comme Monique le fait ici avec son compte Office 365 et son compte Amazon privé, on va non seulement s'exposer à des risques plus élevés, puisque quand un cyberpirate peut craquer un mot de passe, il va l'essayer sur plusieurs comptes, puisqu'il le sait également que les humains utilisent plusieurs comptes avec le même mot de passe, mais on va également risquer le, le fuitage de données de son environnement professionnel et personnel. Et donc là, on joue un jeu qui vraiment va se rapprocher beaucoup plus de la vie personnelle des gens, parce que, par exemple, dans le compte Amazon, on le fait tous, n'est-ce pas? C'est de sauvegarder sa carte de crédit, les données de sa carte de crédit, puisqu'on ne veut pas devoir à chaque fois manuellement mettre les 16 chiffres de sa carte de crédit. Et donc, c'est beaucoup plus facile de les sauvegarder. Sauf que le jour où ce compte va être hacké, et vous voyez ici que Monique, elle a un mot de passe qui est non seulement très facile, mais qui n'a plus été mis à jour depuis très longtemps, puisque les, euh, les demandes minimum de mots de passe de nos jours modernes sont de 12 à 16 caractères. Monique n'y arrive pas du tout, hein, donc c'est un mot de passe qui est très facilement hackable, si on veut le dire, hein, craquable, mais également elle va l'utiliser pour plusieurs comptes, et donc plusieurs comptes sont en péril directement, comme vous pouvez le constater. Alors le premier, hein, le compte LinkedIn, beaucoup de gens dans leur compte LinkedIn, on a constaté, vont utiliser le nom de leur entreprise. Évitez de faire cela. En plus, ce mot de passe n'a plus été mis à jour depuis 2024. Certes, il est assez long, mais pas encore bien assez. Mais un hacker ou un cyberpirate n'a même pas besoin d'outils IT ou IT pour pouvoir craquer ce mot de passe. Il va simplement déduire, cette personne travaille pour Proximus, elle va certainement avoir mis le nom de son entreprise dans son mot de passe. Et donc faites attention à ça. Également, c'est une mauvaise idée. Une bonne idée par contre, c'est le login serveur ou le vendor login, le tout dernier par exemple. C'est plus un mot de passe, mais c'est un passphrase. Et donc on va utiliser une phrase comme mot de passe. Ça va nous permettre de rallonger ce mot de passe et donc de le rendre plus compliqué, puisque au plus long que le mot de passe est, au plus de temps ça va durer pour le cyberpirate de craquer ce mot de passe. Un cyberpirate travaille comme vous et moi, au jour le jour, va essayer des centaines de fois et va essayer d'en tirer les bénéfices. S'il n'a pas le temps ou si le craquage de ce mot de passe dure trop longtemps, il va vite passer son chemin puisqu'il sait qu'il y a des Moniques dans ce monde qui utilisent des mots de passe faciles et ils vont plutôt aller vers ce mot de passe-là. Donc, il s'agit vraiment de fermer des portes ou de rendre la vie difficile aux hackers. Donc, utilisez un passphrase, hein, une phrase de mot de passe, une phrase de passe véritable, puisqu'elle est plus longue et plus complexe pour aller craquer. Pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on met tant l'accent là-dessus? C'est parce que craquer un mot de passe, c'est devenu très, très, très facile. Je vous avais dit qu'il y avait des sortes d'outils software qui permettent, des logiciels, qui permettent donc de craquer des mots de passe en appliquant de la brute force, comme on appelle ça. Donc on va essayer plein de combinaisons en quelques secondes de temps. Et vous voyez que cet outil va non seulement calculer ou estimer le temps qu'il faudra pour craquer un mot de passe, celui de Monique par exemple, ça va être assez rapide, mais un mot de passe plus difficile, ça va durer plus longtemps. Et donc ce fameux pirate, cyberpirate qui est derrière l'écran, ne va pas hésiter d'essayer d'aller vers les Moniques de ce monde, plutôt que vous et moi qui ayons un mot de passe unique par compte et aussi très compliqué. Donc de nos jours, on demande au minimum 12 caractères, hein, que ce soit des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc faites attention à ça, respectez ces règles, puisqu'il en va de rendre la vie difficile aux cyberpirates. Et eux non plus ne veulent pas perdre de temps. Le temps, c'est de l'argent pour eux également. On va d'ailleurs remarquer que les cyberpirates ne sont plus les petits jeunes avec leur capuche sur un vieux laptop qui essayent un peu n'importe quoi. Non, ce sont vraiment devenus des consortiums, des groupements de personnes qui ressemblent fort à une entreprise.
hein, il y a un panneau de direction, véritablement, une division de négociation, hein, une fois que le rançongiciel a fait son travail, ces gens-là vont négocier un prix pour relâcher vos données. Et puis, il y a par exemple un call center ou un groupe de hackers qui va vraiment performer ou exécuter le travail. Et donc, ces gens-là vont également vouloir être rentables et vont donc vraiment appliquer cette règle. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, rendez-leur la vie difficile. Alors, pour retenir tous ces mots de passe, hein, qui sont tous uniques, nous avons déjà certains outils sur le marché qui sont très performants. Par exemple, le Password Manager de Google, hein. Google, quand vous créez un nouveau compte, va vous offrir non seulement de créer ou va vous offrir un mot de passe complexe, mais ensuite va essayer ou va vous proposer de le sauvegarder dans Google Chrome. C'est localement stocké sur votre compte et donc vous allez avoir un fichier avec tous vos mots de passe. C'est une bonne idée. Mieux encore, c'est le premier exemple ici sur le slide, c'est un outil de MFA. Le MFA, c'est du Multi-Factor Authentication, donc une authentification à plusieurs couches. On ne va plus seulement utiliser seulement un mot de passe, mais on va également, après avoir donné le mot de passe, vous proposer un code à 6 chiffres, ou de rentrer en tout cas un code à 6 chiffres, que vous pourrez retrouver sur votre smartphone ou sur un petit outil qui vous donne un nouveau code à 6 chiffres toutes les minutes, toutes les 2 minutes par exemple, et qui est synchronisé avec le code à 6 chiffres qui se trouve dans votre compte à ce moment-là. Donc il s'agit de donner un challenge et une réponse qui est en fait une deuxième couche de sécurité pour en être sûr que c'est bien vous qui se trouvez devant l'écran essayant de se connecter à ce compte. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir une deuxième couche de sécurité, Multi-Factor Authentication. Et donc, c'est une façon beaucoup plus sécurisée de justement sécuriser son compte et de pouvoir rentrer dedans sans risquer que quelqu'un d'autre essaye de rentrer dans votre compte. Par contre, si vous recevez des notifications comme quoi un certain outil ou une plateforme ou un compte ou un site web demande justement ce code à 6 chiffres, sans que vous n'ayez donné quoi que ce soit, vous n'essayez pas de rentrer sur ce site ou sur ce compte, vous savez quelle heure il est. Hein. En fin de compte, vous saurez que quelqu'un a déjà craqué votre mot de passe, a déjà su deviner votre mot de passe. Et la deuxième étape, c'est de justement demander ce code à 6 chiffres. À ce moment-là, évidemment, ne le donnez pas. Vous savez que quelqu'un essaye de se faufiler dans votre compte à ce moment-là. La première chose à faire à ce moment-là qu'on nous demande souvent, c'est de se connecter sur ce compte avec votre mot de passe actuel et d'immédiatement changer votre mot de passe. Comme ça, vous êtes sûr que le mot de passe qui a été mis à jour ou mis au grand jour, va-t-on dire, ne peut plus être utilisé. Des mots de passe peuvent également être stockés dans des outils spécialisés, des gestionnaires de mots de passe ou des password vault, hein, vraiment des outils sécurisés qui nécessitent un mot de passe, certes complexe, mais un seul mot de passe à retenir pour vous en tant qu'humain, pour ensuite donner accès à tous vos mots de passe. De nouveau, ici, il s'agit de réduire la surface d'attaque. Vous voyez, c'est que vous avez 60 comptes qui sont susceptibles à être craqués, mais donc vous devez retenir le mot de passe. Et la réponse ici, c'est que vous avez un mot de passe à retenir qui va vous donner accès à un endroit sécurisé dans lequel tous vos mots de passe sont stockés. Ces outils vont également pouvoir découvrir sur le web, à certains endroits, le dark web, etc., où se trouvent des mots de passe qui ont été fuités, par exemple, et vont vous le faire savoir. Et à ce moment-là, il est très simple de se connecter à ce site web, à ce compte, et d'aller changer le mot de passe pour éviter le fuitage ou l'accès à ce compte. Donc, n'oubliez pas d'utiliser cela. Vous pouvez simplement aller sur Google, chercher sur LastPass, Keeper, KeePass, hein, K-E-Y-P-A-S-S. Il y en a plein. Cherchez simplement sur Google gestionnaire de mots de passe. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont très très performants.
et les plus connus d'entre eux sont très à la mode pour l'instant et ont un compte gratuit qui vont déjà vous donner la sécurité supplémentaire ou payant qui vous donne encore des options supplémentaires, par exemple de faire la différence entre des mots de passe privés et professionnels, d'encore plus proactivement aller chercher sur le web pour des fuitages, etc., etc. Alors, quelques exemples de phishing, hein, puisque le phishing, on en parle très souvent, mais on voit souvent que les gens ne sont pas encore trop au courant comment déchiffrer justement ces petits détails qui vont vous montrer que ce sont des faux mails. Alors, le premier exemple ici, c'est en haut à gauche, le fait que Louis Vuitton va nous envoyer une promo, mais ça peut également être l'ONEM qui vous promet un bonus de travail ou l'agence fédérale de justice qui veut vous faire payer une amende, par exemple, alors que vous n'avez jamais reçu cette amende. Ce sont tous des faux mails. La première chose à faire, c'est d'aller voir qui m'a envoyé cet email. Est-ce que Louis Vuitton est vraiment celui qu'il dit qu'il est? Alors ici, en l'occurrence, je l'ai rendu un peu plus facile et plus clair pour vous. Vous voyez que quand vous voyez le nom Louis Vuitton, c'est un display name. Un display name, c'est juste un nom que tout un chacun peut mettre dedans pour rendre l'adresse email plus lisible. On ne va plus lire l'adresse email même, mais on va avoir un nom un peu comme dans votre carnet d'adresse, un nom plus facile à lire. Évidemment, moi, je peux créer un compte Gmail aujourd'hui et je peux mettre dans le display name Donald Trump, par exemple, ou Bart de Wever. Donc, c'est très facile de créer un display name, mais c'est souvent l'adresse email en dessous ou à côté qui va vous faire découvrir la vraie personne qui est derrière ce compte email. Et ici, par exemple, vous voyez que l'adresse email est une adresse email très bizarre, hein, générique. Elle a été générée de façon générique par un outil, un logiciel qu'on peut utiliser, tout un chacun, mais justement, les pirates vont l'utiliser pour créer des centaines de comptes email différents, dans le court temps qu'ils seront actifs, ces comptes vont envoyer des centaines de milliers de mails vers plein de gens et puis vont attendre que quelque chose en sorte. Le truc, c'est de savoir lire cette adresse email. On a le nom, évidemment, avant l'arrobase, et tout ce qui vient après l'arrobase, c'est le nom de domaine. Donc, ce nom de domaine peut être très bizarre, peut ressembler à un nom de domaine connu, mais peut-être avoir un chiffre ou une lettre de trop ou trop peu. D'autres lettres peuvent être utilisées. Faites attention à ça. Hein. Ici, maintenant, c'est très clair. Hein, c'est une adresse email générique, mais cela peut être quelque chose de beaucoup plus peaufiné, on va dire, et de beaucoup plus beau, si j'ose utiliser ce terme, pour pouvoir vous mener en bateau. Alors, deuxième chose pour cet exemple-là ici, c'est que on va essayer de travailler sur les faiblesses des gens, hein, un nouveau bonus de travail, ici par exemple Louis Vuitton, mais sachez que Louis Vuitton en réalité ne va jamais donner 90% sur ses sacs. Alors si c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent ici. Vous voyez que le troisième exemple en bas à gauche vous montre un document ou un email qui vous a été envoyé, simplement avec un attachement. Et c'est pour vous montrer que n'importe quel attachement, que ce soit un PDF, un document ou un Excel, peut également contenir un code malicieux. Donc peut également contenir un programme, un virus quelconque. Faites attention avec ça. L'idée ici, c'est de faire attention à quel type de email c'est et aussi quelle demande se trouve dans cet email. Est-ce que cet email m'est destiné? Est-ce que la demande dans l'email est un peu bizarre? Est-ce qu'il y a des fautes de frappe? Alors que cette personne, normalement, je la connais bien, ne ferait pas des fautes de frappe normalement. Et donc, c'est très important de pouvoir dépister cela. N'acceptez pas n'importe quel email, n'ouvrez pas n'importe quel attachement dans l'email. Et ensuite, le quatrième exemple ici, hein, pour vous montrer comment les faux emails peuvent être beaux, on va dire,
en termes d'esthétique. Des emails générés aujourd'hui, phishing, peuvent être vraiment ou avoir l'apparence vraiment professionnelle. Donc faites attention, hein, vous trouverez des emails d'Amazon, de Microsoft, de Apple. Tout cela peuvent être des faux emails. Faites attention à ça. Euh, Ici, on va travailler sur notre sens d'alarme, on va dire. On va notifier la personne que son mot de passe va venir à expiration. Alors pourquoi y aurait-il un bouton qui va vous permettre de garder le mot de passe actuel? Ça n'a pas de sens et donc faites attention à ça. Vous verrez donc que des emails très beaux vont sortir ou sortent déjà, qui travaillent un peu sur votre sens d'alarme et vont faire disparaître votre logique. Quand on met la pression sur un humain, souvent la logique va passer par la porte et il faudra faire attention de plus en plus à des emails pareils. Alors, des documents, comme je vous avais dit, hein, peuvent également contenir du code malicieux. Ici, vous voyez que le document Excel a été soi-disant protégé par un mot de passe. On va rarement encore voir ceci puisqu'on peut partager des documents Excel d'une autre façon, mais il y a encore toujours des emails qui font la ronde avec des documents protégés par mot de passe. Le but, c'est ici pour le pirate, le cyberpirate, de vous faire partager votre mot de passe en croyant que vous devez donner votre mot de passe de compte pour pouvoir débloquer ce document et voir le contenu. Donc faites attention à cela également. Alors, comme j'avais déjà dit, hein, l'email d'un contact peut également être craqué. Hein, le compte d'email du contact peut avoir été hacké. Et donc, à ce moment-là, il est très difficile de savoir si ce contact est légitime ou pas. Comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que vous allez simplement répondre à cet email et leur dire est-ce que c'est bien toi qui m'envoie cet email? C'est une demande bizarre. Évidemment, si ce compte a été piraté, le pirate qui se trouve derrière ce compte maintenant va vous dire oui, 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 c'est totalement moi. Tu peux procéder au paiement de ce que je te demande. Et donc, évidemment, il s'agit ici d'élaborer un canal secondaire, va-t-on dire, de vérification. Contacter cette personne par un autre chemin. Si possible, allez le voir physiquement. Roger, est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé cet email? Si Roger me dit, mais non, j'ai aucune idée de ce que tu me demandes là, je sais directement qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce compte qui m'a envoyé cet email. Contactez-le par WhatsApp, faites-lui un appel direct sur son GSM, faites attention avec ça. Alors, les formations de cybersécurité que nous donnons ici chez ClearMedia sont souvent accompagnées via l'intermédiaire d'un partenaire IT par une campagne de phishing, comme celle de Fish.io par exemple, une entreprise belge qui est spécialisée dans des campagnes de phishing qui va vous envoyer des faux mails phishing simplement pour voir qui va cliquer dessus et on va pouvoir dériver une certaine intelligence pour pouvoir se focaliser sur certaines faiblesses dans l'entreprise. Et donc ici, le PHIST ou Know Before va vous envoyer régulièrement des faux mails phishing, mais également des petites mini-formations interactives pour vous en apprendre plus sur la cybersécurité sur le travail, hein, puisque physiquement, la cybersécurité prend place également sur le bureau. Et donc, on va pouvoir former les gens pendant une année, par exemple, sur des bonnes codes de conduite, on va dire, ou des codes de bonne conduite à adopter virtuellement, mais également sur le bureau. Alors, un autre exemple ici de phishing, c'est le smishing, hein, très original comme titre, mais le smishing est une autre forme de phishing, alors par WhatsApp par exemple, ou par Signal, n'importe quel outil de messaging que vous utilisez pour l'instant. Vous allez voir que de plus en plus de gens vont essayer de vous contacter en vous offrant un projet, en vous contactant, disant qu'ils sont seuls, ou dans ce cas-ci, par exemple, le scam Coucou Maman.
qui est très connu entre-temps. Tous ceux qui sont parents entre nous vont quand même se demander, est-ce que c'est bien mon enfant qui m'écrit là en ce moment? La première chose qu'ils vont essayer de vous faire, c'est d'effacer ce canal secondaire de vérification dont je vous ai parlé au préalable. Hein, donc, on va essayer de vous faire croire que le numéro sur lequel ils sont habituellement joignables n'existe plus et vous faire changer de numéro dans votre carnet d'adresse pour que vous soyez dans l'illusion que c'est bien la personne à qui vous parlez. Puisque vous n'aurez pas, ou plus en tout cas, de moyen de vérifier si c'est bien cette personne-là. Et donc, on va vous demander d'effacer le numéro actuel et de stocker le nouveau numéro en tant que numéro de votre enfant. Ensuite, assez rapidement, vous allez voir qu'on va vous demander de l'argent. J'ai un nouveau téléphone, mais je n'ai pas encore mon application bancaire, alors que tel ou tel me demande de vite payer cette facture. Est-ce que tu pourrais m'avancer la somme et je te repayerai par après. Inutile de dire qu'évidemment que vous ne verrez jamais cet argent. Ici, par exemple, le montant en va de 873 €, mais ça peut également être 10 €, 25 €. Si ce pirate envoie 100 fois ce message à 100 personnes différentes et que 25 répondent, c'est déjà une paye pas mal pour les gens, pour les cyberpirates ce jour-là. Donc, ne vous faites pas avoir avec tous ces textes. Ici, c'est un scénario qui s'est vraiment passé par un client qui, heureusement, n'a pas mordu à l'hameçon. Quand il a vu la somme de 873 €, hein, il n'a pas, ou elle n'a pas mordu à l'hameçon. Elle s'est arrêtée juste à temps, mais c'était moins une. Hein. D'autres scénarios peuvent être encore plus élaborés. Faites attention à ça, ne vous faites pas avoir. Quand on parle assez rapidement d'argent, hein, vous voyez dans la ligne de temps qu'en 20 minutes de temps, on vous demande de l'argent. Il s'en va de ne pas réagir dessus et de simplement, à la limite, bloquer. Alors, quelques conseils pour une conduite sur le net. On voit encore toujours que les gens ne savent pas comment lire un lien ou une URL et cliquent trop facilement sur des liens qui sont moins que catholiques, on va dire. Alors, si vous essayez de télécharger des logiciels sur le net, sachez qu'il y a beaucoup de faux sites web qui font la ronde pour l'instant. Alors que si c'est trop beau pour être vrai, par exemple que le logiciel que vous recherchez peut être craqué, trouvé craqué ou gratuit même, souvent c'est trop beau pour être vrai, on va dire. Au moment où vous recevez cette boîte de dialogue sur votre PC qui vous demande d'installer le programme, il y a plusieurs petites choses auxquelles faire attention. Le publisher, par exemple, hein, vous voyez ici qu'il est marqué sur inconnu. Si des entreprises comme Canva ou Apple ou Microsoft créent des nouveaux logiciels et les lancent, c'est souvent eux qui vont être mis comme publicateurs. Hein. Donc, ils sont très fiers de leurs produits et vont donc être marqués comme publisher. Également, quand vous cliquez sur le lien bleu, Show More Details, hein, plus de détails, vous verrez qu'ils ont une version élaborée de l'application que vous voulez télécharger. Cette application a été testée et retestée avant d'être lancée sur le net, par exemple, ou vers le grand public. Et donc, on va voir plusieurs versions. Si vous ne voyez pas toutes ces infos, faites attention. Hein, ça devrait être déjà quelques alarmes qui vont sonner dans votre tête, on va dire, et cliquez sur non à ce moment-là. Également, les pop-up dans les browsers. Par exemple, le browser Google Chrome, quand vous recevez un pop-up qui va se mettre en plein écran, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser en cliquant sur Escape. Il n'y a non plus de bouton X pour s'en débarrasser. Vous voyez ici, par exemple, que le X que vous voyez dans le cadre gris foncé n'est pas un vrai X. On ne pourra pas cliquer dessus, c'est juste une image. Le seul bouton qui fonctionne ici, c'est Delete Virus, ce qui va également entraîner que vous allez installer, évidemment, des virus. Comment se débarrasser de ces pop-up? Simplement en cliquant sur F11. Quand vous cliquez sur F11, vous allez voir que c'est en fait un pop-up qui a pris le plein écran et qui est retourné
à la dimension normale, va-t-on dire, et qui va donc pouvoir être cliqué ou fermé. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et donc, il s'agit d'avoir cette connaissance dans les browsers. F11 veut dire full screen, et donc on va pouvoir se débarrasser de ça. Donc faites attention à ça. Sachez que si vous voyez un pop-up Intel sur votre écran de browser, vous pouvez simplement cliquer sur F11 pour pouvoir fermer ce fameux pop-up. Alors, les pubs sur le net également, hein, il y a beaucoup de pubs intempestives, mais vous voyez également que Google va devoir nommer ces pubs en tant que sponsorisées, hein. Donc, les pubs sponsorisées sont simplement des résultats, on va dire, de recherche qui ont été poussés vers le haut pour pouvoir atterrir en tant que résultat primaire. Quand Amazon paye Google, par exemple, pour atterrir en premier dans les résultats quand vous cherchez Amazon, vous allez le voir en tant que sponsorisé. Mais les hackers le savent aussi. Les pirates peuvent également payer, c'est un processus automatisé, payer Google pour arriver en premier avec leur faux site web. Et donc, c'est déjà arrivé dans le passé, et ça arrive encore régulièrement, que des faux sites web arrivent en premier lieu dans les résultats de recherche pour Microsoft.com, par exemple. Il y a eu le cas de rnmicrosoft.com. Quand on tape le R et le N l'un à côté de l'autre, souvent, pour l'œil, quand on regarde rapidement, ça ressemble à un M. Et donc tout le monde croyait qu'ils étaient en train de naviguer sur Microsoft.com, alors que rien n'était moins vrai. Ils étaient en train de naviguer sur le site rnmicrosoft.com et essayer de se connecter avec leur compte Microsoft. Et plus de 200 000 personnes, en l'espace d'1 quart d'heure, ont perdu leur mot de passe à des pirates qui ont ensuite revendu ces mots de passe à d'autres sur le net qui peuvent en faire des choses moins que catholiques. Donc moi, ce que je fais par exemple personnellement, c'est que je scrolle en dessous de tous ces résultats sponsorisés. Ça évite déjà, c'est, on va dire, un premier filtre pour éviter de se faire avoir dans les faux sites web. En dessous, il y a également des résultats qui sont un peu dubieux, certes, mais on va voir qu'on va éviter déjà ce risque-là primaire de cliquer sur un site sponsorisé qui est faux. Là également, vous pouvez passer votre curseur sur le cadre rouge ici, hein, par exemple, le official site amazon.com.be pour pouvoir vérifier en dessous si le lien est vraiment un lien légitime. Si ces deux ne correspondent pas l'un à l'autre, je sais évidemment, dans la technique des choses, ça va vous mener vers un serveur sur lequel le site web a été hébergé, mais généralement, vous verrez que amazon.com.be va également apparaître en dessous et c'est important d'avoir cette correspondance pour s'assurer que c'est bien un lien légitime, va-t-on dire. Alors, comment lire une adresse URL, hein, également, là, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes parmi les gens pour justement faire la différence entre les faux sites web et les vrais sites web. Sachez qu'un site web va toujours derrière le HTTPS et les deux slash avoir un top level domain, on va dire, un domaine primaire. Souvent, ce domaine primaire est très simple. Apple.com, Microsoft.com, cphoneweb.be par exemple ici. Et donc, si on voit qu'il y a un apple.com.verify.be, c'est-à-dire deux extensions de site web, hein, .com et .be, souvent cela va porter ou va pointer vers des sites illégitimes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça, donc ils pensent simplement que le site web sur lequel ils vont, c'est le site web de apple.com pour vérifier son identité. Rien n'est moins vrai, évidemment, ça devrait être apple.com parce que Apple ne travaille pas avec le sigle .be, l'extension .be. Ils l'ont sans doute racheté à un certain moment. Un nom de domaine peut s'acheter et coûte à peu près 40 $ par an en fonction de l'extension, mais ça va rester apple.com. Ils ne vont pas travailler avec apple.be. Par exemple, si on va aller sur microsoft.be, ça va automatiquement vous rediriger vers microsoft.com. Google, même chose, hein, on va essayer d'aller sur google.be et ça va automatiquement vous mener vers le site web de google.com. Puisque c'est une redirection. Ces gens-là, ces entreprises-là, veulent avoir tous ces noms de domaine pour éviter justement qu'il y a une usurpation ou un double site web, on va dire, et que les gens se font avoir. Mais souvent,
ces sites web vont opérer simplement à partir de leur principal top-level domain, qui est le .com, par exemple. En sachant cela, vous voyez ici que le apple.com.verify.be est un faux site web. Ça devrait normalement être apple.com/fr-be/verify identity pour vérifier votre identité si tel site web existe déjà. C'est certainement pas le cas pour apple.com. Même chose avec SafeOnWeb. SafeOnWeb, c'est un site web qui a été mis en place par le gouvernement pour mieux vous apprendre à être résilient dans la cyberculture. Donc, c'est très ironique que les pirates ont été créer un site web pour soi-disant vous montrer les astuces, alors que c'est simplement pour vous mener dans l'illusion que vous êtes dans le site web de SafeOnWeb. Ça devrait être safeonweb.be-fr par exemple, ou -nlbe, et puis ou /nlbe, et puis un autre slash avec les astuces. Souvent, la page web astuces va être une sous-section de la page principale qui est safeonweb.be. Alors ici, le troisième exemple du site web des finances, du service public fédéral des finances. Souvent, pour ceux qui le savent d'entre nous, ça va être un site web FGov, alors que ici, on va avoir un site web qui contient déjà plusieurs langues dans le même URL. Déjà, cela devrait vous montrer que c'est un faux URL, que quelque chose ne va pas. Le gouvernement belge ne va jamais créer un site web avec 4 langues ou 3 langues dans son domaine, son nom de domaine. Donc, Financiën, néerlandais, Belgium, anglais, connexion français.be, c'est souvent un site web qui n'est pas légitime. Faites attention à ça. Le quatrième exemple, en fait, est le seul exemple parmi la liste qui est un site web légitime. Bizarrement, comme je vous avais dit, deux extensions dans le top level domain, souvent ça ne va pas ou ça mène vers un faux site web ou un site web dubieux en tout cas, alors que Amazon.be n'avait jamais été racheté par Amazon. Le jour où Amazon a voulu créer le site web belge de Amazon.com, ils sont tombés sur quelqu'un qui avait déjà acheter ce site web. Souvent, les gens font ça, de grandes enseignes. Ils rachètent déjà les noms de domaine en espérant qu'ils vont recevoir plus d'argent de, ici en l'occurrence, Amazon par exemple, puisqu'ils savent qu'Amazon a un grand budget, pour pouvoir revendre ce site web à un prix élevé. Ici, en l'occurrence, cette personne a dû demander un prix exorbitant, après laquelle Amazon a dit, vous savez quoi, on va régler ça, on va créer notre propre Amazon. Et donc, ils ont inventé amazon.com.be qui, normalement, n'est pas un site web correct. Sauf que ici, évidemment, pour la Belgique, surréalisme est roi, c'est un site web légitime. Alors, office.login.be, ici également, vous voyez que on va essayer de vous faire croire que vous vous connectez au site de Office pour vous loguer avec votre compte Microsoft. De nouveau, Office ne va jamais travailler avec l'enseigne BE, va rediriger vers le office.com et en sachant cela, maintenant vous savez cela, vous savez que le office.login.be n'est pas un site légitime. Même chose pour Microsoft-login-alert.com, ce n'est pas comme ça qu'un site web fonctionne, ça devrait être Microsoft.com/login alert si une section de page existe déjà, comme celle-là. Ça n'existe pas. Généralement, vous allez recevoir une notification que quelqu'un essaye de se connecter sur votre compte par mail ou via l'application d'authenticateur, si vous l'avez pour les MFA, les codes. Vous voyez que quelqu'un essaye de se connecter à votre compte, etc. Et puis, il faut aller confirmer si c'est vous ou pas. Si vous dites non, automatiquement, cette demande de connexion sera bloquée. Donc, le Microsoft-login-alert n'existe pas en soi en tant que site officiel de Microsoft. Alors, pour vous donner encore un peu plus de mal de tête dans la technicité des choses, nous avons une adresse URL qui est en fait l'adresse illisible, on va dire, sur lequel le site web est hébergé. Donc, la colonne de gauche, vous voyez qu'il y a par exemple des serveurs mail, des serveurs sécurisés, etc. pour la banque. Cela contient en soi déjà des erreurs, mais focuser sur
la colonne de droite, vous voyez que là, on va essayer de rendre le site web lisible, hein, de nouveau une sorte de display name qu'on connaît mieux nous en tant qu'utilisateurs. Mais vous voyez qu'il y a des signes spéciaux, des caractères spéciaux dans les URL. Si vous ne faites pas attention à ces URL, vous pourrez être pris au piège. Vous voyez par exemple que le quatrième lien, hein, bankofamerica.com, contient un B avec une petite capuche. Plus encore, vous voyez que vers le bas, on va utiliser des K cyrilliques, hein, ou des A cyrilliques. Ce sont des lettres ou des caractères qui nous sont déjà plus familiers, mais tous ces caractères dans cette liste sont des caractères qui existent dans une ou autre langue quelque part dans le monde. Et donc, ces lettres existent et doivent pouvoir être montrées sur un PC quand on veut afficher ces lettres. Et donc, ces caractères existent et pourraient être utilisés pour vous prendre au piège dans l'illusion des choses qui est, par exemple, en l'occurrence ici, l'illusion qu'on navigue vers le site web de la Banque d'Amérique. Alors, on en avait déjà parlé, hein, on en parle beaucoup d'ailleurs de nos jours. L'IA se trouve partout parmi nous, hein, que ce soit Facebook ou votre Roomba, hein, l'aspirateur qui est intelligent, ou que ce soit ChatGPT par exemple. L'IA fait fureur pour l'instant. Sachez que l'IA est déjà présente dans nos vies depuis des années. C'est juste que cette nouvelle forme d'IA est encore plus performante et on peut lui parler, façon de parler, ou véridiquement lui parler comme à un humain, hein, grâce à ce modèle de langue large, hein, LLM, Large Language Model. On va pouvoir lui demander des choses de façon humaine et non plus dans un code de programmation ou un langage de programmation pour lequel on doit étudier beaucoup. Donc l'IA de nos jours est très présente dans nos vies et également dans la vie des cyberpirates. Les cyberpirates vont pouvoir utiliser cette IA qui connaît beaucoup de choses, hein, qui est intelligente en soi puisqu'on lui a nourri pendant des années avec plein d'exemples de code, par exemple Python ou HTML, CSS, etc. Donc on peut même lui demander de créer un programme, même si je ne connais rien de programmation, je pourrais lui demander de me programmer un nouveau virus, par exemple. Si vous allez poser cette question à ChatGPT, elle va vous dire non, puisqu'elle a été bridée, elle a été sécurisée pour ne pas répondre à des demandes malicieuses, ce qui est tant mieux. Mais sachez que les cyberpirates peuvent également utiliser des formes d'IA, des sortes de variantes sur le ChatGPT et autres, Google Gemini et d'autres, Mistral. Sur le dark web, il y en a qui sont débridés véritablement et à qui on peut demander véritablement n'importe quoi sans qu'il y a une gêne ou une morale qui se trouve derrière. Et donc un pirate aspirant, on va dire un cyberpirate aspirant qui voudrait créer un virus sans ne connaître rien de la langage de la langue de programmation, pourrait également demander à l'IA de programmer un nouveau virus inconnu au monde en ce moment. Ils utilisent donc l'IA pour créer des nouveaux virus, mais également des phishing réalistes, hein. Rappelez-vous l'exemple de Microsoft 365, là. Donc, ce sont des attaques qui ont été perfectionnées grâce à l'IA. Encore une fois, les deepfakes, hein, les fausses vidéos vous faisant croire que vous êtes en train de visionner une vidéo d'une star connue ou de quelqu'un que vous aimez bien à la télé. Faites attention avec ça. Tout le monde peut devenir un hacker grâce à l'IA si on trouve les bonnes sources qui nous, généralement, nous intéressent pas. On ne va pas passer ses journées sur le dark web. Mais ces gens-là qui ont des intentions malicieuses, justement, pour eux, c'est du pain béni, on va dire. Et donc, ils peuvent utiliser l'IA pour mieux subvenir à leurs besoins ou pour plus rapidement lancer des attaques, pour lancer des attaques plus performantes, plus peaufinées, plus perfectionnées. Faites attention à cela. Ce sont des choses qui, dans le futur, vont encore beaucoup apparaître. Alors, heureusement, cette même IA peut également nous servir pour améliorer notre défense, hein. Tout n'est pas perdu, on va dire.
Et donc, cette IA va être utilisée par les grandes entreprises également, comme Proximus, par exemple, qui a lancé le 365 Guard, le 365 Guard, qui est une solution de protection qui inclut ou qui est boostée par l'IA pour proactivement aller découvrir des attaques et les retenir de façon à ce que vous ne remarquez même pas que cet SMS vous avait été envoyé ou que cet email vous avait été envoyé, que cette tentative a été entreprise pour vous mener en bateau. Donc, heureusement, le monde des biens a aussi reçu des outils grâce à l'IA pour combattre le monde du mal. Alors, quelques conseils, hein, puisqu'on arrive presque à la fin de notre présentation. Quelques conseils très pratiques pour vous au quotidien. Très simple, arrêtez-vous, réfléchissez pendant un instant et puis vérifiez. Hein. Donc, c'est très simple de rapidement cliquer sur un lien, surtout quand la pression est haute. Il faut absolument payer cette facture puisque, en tant qu'entreprise, on va atterrir dans les problèmes, etc., etc. Ce client nous demande depuis des mois de payer cette facture, etc. Ne vous faites pas avoir. Regardez courtement de quoi il s'agit ici. Est-ce que ce mail est destiné à moi? Est-ce que la demande de ce mail ou ce qui a été demandé dans le mail ou la façon dont c'est demandé est un peu bizarre, n'est pas anodin? À ce moment-là, ne réagissez pas, mentionnez-le à votre IT, à votre partenaire IT, à votre IT interne si vous le souhaitez, ou même chez nous, Clear Media ou Proximus, vous pouvez demander si tel ou tel mail est bien légitime. Si vous recevez un email qui est suspect, vous pouvez, sans cliquer dans le mail, faire un forward, hein, donc le transférer vers vos services IT, et eux ont des outils avancés pour aller vérifier le contenu de cet email et aller vérifier si cet email est légitime ou pas. Donc, simplement, stop, think and check. C'est très facile. Donc, attendez un petit moment, prenez une pause pour réfléchir si cette demande est bien légitime. Réfléchissez de manière critique. Est-ce que c'est un message crédible? Vérifiez l'expéditeur, l'URL, tout ça. Et puis, vérifiez avec l'IT si quelque chose vous paraît bizarre. Même si vous savez, par exemple, que c'est un mail phishing, que ça vous est très apparent, c'est toujours bien de mentionner ça à l'IT. Si l'IT n'est pas au courant qu'une nouvelle vague de spam ou de phishing a été envoyée à tout le monde, puisque tout le monde est assez malin pour déchiffrer cela et ne pas réagir à ce mail, à ce moment-là, l'IT n'est même pas au courant qu'une nouvelle attaque a été lancée vers notre entreprise, par exemple, ou vers nous en tant que personne. Donc, savoir, c'est toujours mieux. C'est pour ça que SafeOnWeb existe également pour que vous puissiez mentionner « et j'ai reçu un nouvel SMS, voilà l'SMS, à quoi il ressemble, voilà le lien vers lequel il envoie ». SafeOnWeb apprécie ça énormément puisqu'il s'agit d'agrandir la connaissance collective et l'alerteté collective de tout un chacun. Et en sachant qu'il y a une attaque qui vient et à quoi elle ressemble et comment réagir, on peut véritablement devenir un pare-feu humain. Donc, votre IT appréciera d'autant plus que vous lui mentionnez ce mail. Et personnellement, je dois dire, je préfère mentionner une fois de trop, est-ce que ce mail est légitime? Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai peur de cliquer sur ce lien. Une fois de trop à l'IT, pour qui c'est leur boulot, plutôt que de risquer de cliquer dessus. Si je ne suis pas sûr, je le mentionne à l'IT, même moi en tant que professionnel dans l'IT. Alors, comme je vous avais promis, hein, les 10 commandements ici qu'on vous promet, on vous passera évidemment cette présentation à la fin de cette session. Donc, votre équipe pourrait bénéficier de cette checklist de cybersécurité qui commence évidemment par une vue d'ensemble de tout votre matériel et logiciel. Combien d'entreprises ont déjà fait un sommaire ou savent vraiment ce qui tourne dans leur entreprise? Ils payent des abonnements, ils payent des souscriptions à des logiciels, etc., des services complémentaires à tout ça. Mais bien souvent, il y a une sorte de shadow IT, comme on appelle ça, une IT dont l'IT ne sait pas qu'elle est utilisée. Les gens vont essayer d'ouvrir des documents dans d'autres logiciels qui n'appartiennent même pas à l'entreprise, etc. Il est primordial de pouvoir cartographier vraiment votre environnement entier IT. Donc, il s'agit de votre parc de PC, de tous vos antennes Wi-Fi,
des caméras, les logiciels qui sont utilisés. Combien d'utilisateurs sommes-nous? Est-ce qu'il y a des utilisateurs dont les comptes sont encore actifs qui ne travaillent plus pour l'entreprise, par exemple? C'est une porte ouverte. Tout ça, très important de pouvoir cartographier cela et de régulièrement, une fois que tout ça a été cartographié et nettoyé, disons, de les mettre à jour régulièrement. Il vaut mieux exécuter une mise à jour rapidement plutôt que d'attendre au dernier moment. Je sais, tout comme vous, je suis le même. Quand je reçois de nouveau un pop-up en bas à droite de mon écran me demandant de redémarrer mon PC puisqu'une nouvelle mise à jour est disponible, je tourne les yeux vers le haut puisque ça me prend du temps. C'est un léger inconvénient, on va dire. Mais c'est le léger inconvénient. Est-ce qu'il est plus ou moins important que la mise à disposition de tous vos données sur le net par des pirates? Évidemment, à ce moment-là, la réponse devrait être plus importante. Et donc, exécuter ces mises à jour qui sont des patchs sur des bugs, des fermetures de portes virtuelles qui sont encore ouvertes, des risques potentiels, on va dire, qu'on va résoudre grâce à ces mises à jour. Et également, par exemple, quand vous regardez le numéro 6, l'élaboration d'un plan d'incident, combien d'entreprises, pour l'instant, ont un plan d'incident qui savent qui doit être contacté, comment réagir quand un incident se fait. Une fois que c'est trop tard, on va dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et beaucoup de gens n'ont pas simplement ce plan. Mais avoir ce plan ou réfléchir là-dessus va déjà vous ouvrir d'autres portes vers d'autres sujets. Et donc, en élaborant ce plan, vous allez tomber sur d'autres problèmes qui vont être résolus à ce moment-là et qui vont donc rendre la résilience de votre entreprise virtuelle beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc, simplement réfléchir à l'élaboration de ce plan va déjà vous faire découvrir quelques faiblesses dans votre entreprise, je vous le garantis. Donc, réfléchissez à ça et élaborez également ce plan une fois qu'un problème s'est passé, une fois que quelqu'un a cliqué sur un lien et qu'un risque a été mis à jour, comment faire pour réagir là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme action pour au plus vite mitiger ce risque? Voilà, donc ça c'est les 10 commandements, le fameux checklist. Encore une fois, nous vous l'enverrons à la fin de cette session. Nous sommes également toujours là, puisque ensemble, tous ensemble, on est plus fort. Si on a un canal de communication dans lequel nous communiquons nos intelligences, il y a de nouveau une attaque, faites attention à ça. Attention, une nouvelle attaque qui se déroule comme suit. Vos employés peuvent réagir ou répondre en faisant ceci, cela. Et en même temps, de votre côté, si vous avez des questions, n'hésitez pas à naviguer sur le site proximus.be sécurité digitale pour poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de bête question. Donc, même si cette question peut vous paraître insignifiante, n'hésitez surtout pas à nous la poser. Nous sommes là. Clear Media est là avec tout son parc, on va dire, de partenaires IT experts qui peuvent vous assister au quotidien, qui peuvent réfléchir avec vous véritablement. Proximus également, beaucoup de gens ne savent pas que Proximus est devenu un véritable expert en Belgique sur la matière d'IT et de sécurité. Ils ont une énorme connaissance, beaucoup de gens à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question. Laissez-nous réfléchir avec vous concernant le futur de votre sécurité digitale. Alors,